démarche qualité. Attendez, hop, j'ai compris. Voilà. Cette notion d'enjeu est absolument centrale à ce cours. Elle peut paraître simple. Et il est important, surtout si vous n'êtes pas francophone, d'aller réellement chercher la traduction de ce terme dans votre langue, enjeu, parce que ce terme d'enjeu peut ne pas exister tel qu'il existe en français. En anglais, je vais vous donner la traduction exacte, c'est le mot stake. Et il est important que vous ne confondiez pas un enjeu avec, par exemple, un défi ou desafío en espagnol. Ce n'est pas exactement la même chose. La notion d'enjeu comporte bien évidemment la notion de défi, mais un enjeu s'inscrit, et notamment en évaluation, s'inscrit dans les parcours de vie essentiels d'une personne. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience de ce terme-là, parce que l'évaluation en langue étrangère peut comporter un enjeu, mais peut aussi ne pas comporter d'enjeu. Et c'est là que toute la différence se fait, c'est que si vous êtes devant une évaluation à peu d'enjeux, à ce qu'on appelle à faible enjeu, voire à moyen enjeu, il est évident que ça ne sera pas la même chose que si vous êtes face à une évaluation à fort enjeu. Vous avez pu voir, par exemple, dans le cours, que de plus en plus de pays en Europe et dans le monde vont, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, mais on va pouvoir approfondir ça, mais par exemple, vous avez pu voir que de nombreux pays dans le monde, pour devenir citoyen de ce pays-là, pour obtenir une nationalité, pour être naturalisé, français ou allemand ou espagnol ou peu importe, de plus en plus de pays exigent une évaluation accompagnée d'une certification en langue étrangère. Par exemple, en France, pour devenir français, pour être naturalisé français, il faut répondre à un certain nombre de prérequis administratifs, mais surtout, avoir au moins un niveau B1 en langue française pour pouvoir prétendre à devenir français. En Allemagne, par exemple, pour devenir allemand, il faut un niveau B2 en allemand pour devenir allemand. En Espagne, il faut avoir un niveau A2 pour devenir espagnol. Au Danemark, il faut avoir un niveau C1 en danois pour devenir danois. Bref, vous voyez que la place des certifications dans le parcours de vie des candidats peut être absolument essentielle. Et je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui ne sont pas ressortissants français, qui viennent, alors j'ai entendu tout à l'heure des gens qui venaient du Mexique, mais je sais que vous êtes très nombreux aussi à venir de pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, des grandes ou des petites Caraïbes, comme dit Bruno, et que voilà, vous avez dû peut-être passer un test de français pour pouvoir intégrer un cursus universitaire dans une université française, en l'occurrence l'Université des Antilles. Ça aussi, nous pouvons mettre ces certifications dans les certifications à fort enjeu. En revanche, l'examen qu'on va vous proposer, Bruno et moi, pour la fin de ce semestre, est-ce que d'après vous, ça sera un examen à fort enjeu ou à faible enjeu? Qui veut prendre la parole? Personne n'ose? Oui, prof. Allez-y. Mais on ne vous entend pas. Est-ce que c'est Nereida Solano qui essaye de nous parler, mais le son n'est pas très bon? Alors, est-ce que l'examen que Bruno et moi nous vous proposons pour la fin de ce semestre, d'après vous, est une évaluation à fort enjeu? Bonjour à tous, Bonjour je suis Sophie Sophie. Billiot. Alors du coup, pour rebondir et répondre à votre question, je dirais que c'est un faible enjeu. Si on contextualise avec le parcours de vie, le terme du coup, la traduction de enjeu, le parcours de vie n'est pas impacté directement. Et de plus, les notes sont compensées. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'aura pas validé cette certification qu'on n'aura pas forcément notre diplôme. Alors, votre démonstration est tout à fait valable et valide. En revanche, je serais moyennement d'accord avec vous, en fait, parce que
cette évaluation, alors vous avez raison, elle n'est pas à fort enjeu. Ça, c'est une certitude. Elle n'est pas non plus à faible enjeu. On va dire que c'est une évaluation à moyen enjeu parce que vous avez raison, elle ne conduit pas à la délivrance d'un diplôme, mais elle y participe. Et que, en cas, par exemple, de note moyenne dans les autres cours et que vous deviez avoir une note exécrable, ce que je ne vous souhaite pas, bien évidemment, à notre cours, ça pourrait effectivement constituer un certain enjeu. Donc, on ne va pas dire que c'est un fort enjeu, et là, on vous rejoint totalement. Ce n'est pas non plus un faible enjeu. Ça serait plutôt, disons, un moyen enjeu parce qu'elle n'est pas finale, mais elle y participe. Hein. Et c'est cette… s'il vous plaît, fermez vos micros quand vous ne parlez pas. Merci. Et c'est sous cet aspect-là qu'il est préférable de voir les choses. Est-ce que ça vous va, Sophie ? Oui, mais du coup, est-ce que vous pouvez me préciser ce que signifie faible enjeu? Ça veut dire Alors, un enjeu un nul? faible enjeu, par exemple, on va revenir sur nos certifications en français langue étrangère. Par exemple, c'est un candidat qui va apprendre le français dans une alliance française, dans un institut français, qui n'a pas réellement de besoin de venir étudier en France ou qui n'a pas besoin de devenir français, qui n'a pas non plus de volonté de vouloir travailler dans une entreprise française ou francophone et qui va quand même passer un DELF pour pouvoir valider ses compétences en français parce qu'il a envie, pour des raisons qui lui sont propres, personnelles, de se présenter à une certification pour valider un niveau. Là, derrière, il n'y a aucun enjeu. Il y a simplement un enjeu, certes, qui n'est pas inexistant, mais qui est plutôt fait parce qu'il n'est que personnel. Mais il ne s'inscrit pas dans un enjeu, justement, de parcours de vie. Alors, même si on passe une certification, que ce soit un DELF B2, voire un DALF C1, ou même un DALF C2, sans derrière d'objectifs réels, eh ben, en fait, nous sommes dans une certification à faible enjeu. Elle n'est pas à fort enjeu. Est-ce que je peux me permettre encore de poser une dernière question? question? Et après, je vais poser la question à Camilla. Je vais poser la parole à Camilla. Du coup, vous m'expliquez qu'un faible enjeu, c'est finalement quand la certification ne répond pas, enfin, répond à un objectif qui est personnel. Du coup, est-ce que la communication avec des personnes étrangères, d'une manière générale, est considérée comme un objectif personnel? Ça dépend ce que vous avez derrière. Il nous est difficile d'être derrière les projets de vie des uns et des autres, mais si vous êtes simplement, si vous apprenez l'espagnol pour aller, j'en sais rien, moi, traverser à pied ou en stop ou traverser des pays d'Amérique latine, non, ça ne constitue pas un fort enjeu. D'accord, merci. Alors pourquoi? Parce que, et je passe la parole à Camilla juste en dessous, parce qu'il me semble que votre intervention est très importante. Je remets un deuxième terme dans le chat, c'est celui d'utilisateur final. L'utilisateur final, en fait, c'est ce qui va constituer la colonne vertébrale de cette notion d'enjeu. Et là, je vais répondre un peu plus précisément à la remarque très juste d'ailleurs de Sophie, c'est de pouvoir dire que, en fait, quand on est dans une certification à faible enjeu, en gros, la certification s'arrête au niveau du candidat qui présente la certification, qui se fait évaluer, en l'occurrence en français. Si en revanche, vous passez une certification pour la présenter, parce que vous êtes obligé de la présenter à ce qu'on appelle un utilisateur final, qui n'est pas le candidat, à ce moment-là, on est dans une notion de fort enjeu. Par exemple, l'administration française, si vous voulez devenir français, vous allez devoir présenter votre DELF ou votre TEF ou votre TCF à la préfecture. Si vous voulez venir étudier en France, dans une université française, vous allez devoir présenter votre DELF B1 ou votre DALF C1 ou votre TCF C1 ou votre TCF B2 au bureau des admissions ou au bureau des relations internationales. Ça veut dire que l'utilisateur final n'est pas le candidat, mais est bien un utilisateur hôte qui n'apprend pas la langue, mais qui va exiger de vous une preuve de votre niveau de français. Et c'est cet utilisateur final qui va faire l'importance de la certification et le niveau d'enjeu qu'elle représente. Est-ce que Camilla, votre question repose là-dessus? Mais sinon, posez-la quand même. Oui, c'était dans la même ligne. Je voulais savoir si l'enjeu était nettement personnel ou si la certification pouvait en elle-même avoir un enjeu Non, et différent. regardez, pendant longtemps, quand je vous dis, par exemple, qu'il faut, je vous le remets dans le chat,
Je vous ai dit que si vous êtes un étranger au Danemark et que vous voulez devenir danois parce que, j'en sais rien, vous voulez travailler dans la fonction publique danoise ou que vous voulez vous marier avec un Danois ou parce que vous avez, j'en sais rien, moi, vous avez envie de voter au Danemark, il faut que vous soyez danois. Il faut que vous passiez, fermez vos micros, s'il vous plaît. Il faut que vous passez vraiment, il faudra passer un niveau A1. Pendant longtemps en France, il a fallu, je vous le remets dans le chat, il fallait passer un DILF, un diplôme initial de langue française. Alors, quelqu'un a son micro d'ouvert et il y a des retours de son qui sont assez désagréables. Est-ce que vous pourriez les fermer, s'il vous plaît, vos micros? Merci beaucoup. Il fallait passer un niveau A1.1, qui est un niveau infra-A1, c'est-à-dire un niveau qui se situe sous le niveau A1. Et bien, cette notion d'enjeu, elle était pourtant liée à un petit niveau, bref, à des premiers acquis en français, et pourtant, elle était d'un enjeu très important parce que il fallait avoir un diplôme du niveau A1.1 pour avoir son titre de séjour renouvelé par une préfecture. C'est actuellement le cas, je vous le remets dans le chat. Pour obtenir une carte de résident en France de 10 ans, il faut passer un DELF A2. Et un DELF A2, ça reste un niveau débutant, mais bon, voilà. Donc, ce n'est pas corrélé au niveau de la certification, mais bel et bien aux exigences de l'utilisateur final. Avez-vous d'autres questions ou d'autres commentaires sur ce sujet-là? Bonjour, prof. J'imagine que c'est obligatoire, oui? C'est obligatoire? Oui, si je le mentionne, c'est que c'est obligatoire. Merci. D'accord. Je continue avec ce qui fait le cœur finalement de nos interventions et du cours qu'on vous propose, c'est que bien évidemment, tout ça est lié à une démarche qualité. Et c'est évidemment ce que l'on vous demande dans votre examen, si vous vous repenchez sur les questions, c'est que la démarche qualité a un intérêt tout particulier, c'est que plus l'enjeu est élevé, plus l'enjeu est fort, plus les certifications et l'évaluation doivent s'inscrire dans une démarche qualité, c'est-à-dire dans une démarche qui va nécessiter non seulement une évaluation absolument irréprochable des candidats, c'est-à-dire avec des outils d'évaluation qui vont être les plus efficaces et les plus équitables possibles, mais il va falloir aussi que l'outil lui-même soit d'une très grande qualité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, séparer ce que l'on appelle, je vous le remets dans le chat, sans faire de faute de français, si possible, voilà. Ce que l'on met en place pour évaluer les candidats, ce sont, vous le savez bien, des critères d'évaluation. Les critères d'évaluation, nous allons nous reposer sur le cadre européen commun de référence, c'est également dans le chat, on n'a pas à les inventer puisque ces critères d'évaluation, ils existent déjà. Donc, si on veut coller aux exigences si on veut coller aux exigences du cadre européen commun de référence, c'est aussi une des questions qui vous est posée dans l'examen, il va falloir vraiment se reposer sur les recommandations même du cadre. Et les recommandations même du cadre, vous savez que le cadre propose ce qu'on appelle des composantes qui vont nous permettre de circonscrire ces critères d'évaluation. Ils sont au nombre de 3 d'abord. Il y a bien évidemment la composante linguistique, donc vous aurez des critères linguistiques qui devront être utilisés pour évaluer les performances et la langagière d'un candidat. Il y aura aussi la composante, donc les critères. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? La composante sociolinguistique et enfin
il y a bien évidemment ce qu'on appelle la composante pragmatique. C'est le troisième grand critère qu'on va devoir utiliser pour justement évaluer ce que l'on appelle, je vous le mets en majuscule, la performance. Une fois qu'on a mis en place des grilles d'évaluation qui comportent des critères linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques, on a tout entre les mains pour évaluer une performance qu'on appelle la performance langagière. Les éléments linguistiques, je ne vais pas revenir dessus parce que ça serait trop long et je pense que vous devez savoir à peu près ce que c'est, puis vous avez l'occasion de vous y replonger. Les critères sociolinguistiques, c'est tout ce qui a trait au niveau de langue, au tutoiement, au vouvoiement, à la prise en considération du contexte de communication. Alors non, je ne vais pas l'expliquer parce que ça sera trop long et j'ai malheureusement d'autres éléments à voir, mais peut-être que je pourrai répondre à cette question tout à l'heure quand on passera à la période de questions. Et enfin, la composante pragmatique qui, elle, repose davantage, tout est dans le cours. Si vous lisez le cours, vous aurez accès absolument à toutes ces informations. Et la composante pragmatique qui, elle, repose sur la cohésion, l'articulation, la cohérence, le regroupement des idées, la ponctuation également, bref, l'articulation et la construction même du discours, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Il y a une composante qu'on ne sait pas évaluer de façon valide et fidèle et la plus fiable possible, c'est la composante et le critère socioculturel. Parce qu'en évaluation linguistique, en évaluation langagière, le socioculturel, en gros, on ne sait pas l'évaluer. Alors, on ne sait pas, on pourrait savoir l'évaluer, mais nous n'avons pas de descripteurs qui nous permettent de dire que, j'en sais rien, moi, connaître, par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais connaître, par exemple, le nom de tous les fromages français, est-ce que c'est plutôt du niveau A1 ou plutôt du niveau C1 ? Savoir où se trouve la tour Eiffel, est-ce que c'est du niveau C2 ou est-ce que c'est du niveau B2 ? Savoir comment on salue en français en se serrant la main ou en faisant la bise, est-ce que c'est plutôt du niveau B1 ou du niveau B2 ? Bref, tout ça, ce n'est pas décrit, ce n'est pas répertorié dans aucun document en dehors des manuels auxquels vous avez accès et que vous trouvez chez des éditeurs, que ce soit chez, j'en sais rien, chez Didier, chez Clé, chez Hachette. Vous connaissez toutes les méthodes de FLE et vous verrez que au niveau 1, on a plutôt tendance à aborder le tutoiement et le vouvoiement, comment on se salue en français, la francophonie, les régions touristiques en France, ce que mangent les Français le matin, le midi et le soir, bref. Mais quand vous passez d'un pays francophone à un autre, les habitudes sont différentes et donc il est très très difficile de pouvoir avoir un document scientifique qui vienne vous dire, voilà, tel élément culturel appartient à tel niveau de compétence. Ça, on ne sait pas faire. Et donc, en évaluation, on n'évalue pas ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure le sociolinguistique de l'enseignement et de l'apprentissage, mais en évaluation, il est difficile d'être objectif lorsqu'on évalue du socioculturel. Et donc, c'est pour ça que pour être le plus fiable possible, le plus équitable possible, on ne le fait pas. En revanche, on va revenir, et je me permets d'insister, sur les 3 critères qui sont absolument incontournables, que sont les critères linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques. Et que toutes les grilles d'évaluation doivent être construites, bâties autour de ces 3 critères que dans le cadre, on appelle les composantes. Voilà. Ça, c'est une chose qui est importante qu'il faut avoir en tête. Pour évaluer vos candidats, il faut que votre évaluation repose sur du linguistique, du sociolinguistique et du pragmatique. Et avec Bruno, on insiste vraiment sur ces points-là, puisque vous verrez que c'est ce qui vous est demandé dans l'examen. En revanche, plus l'enjeu, et là j'en reviens au début du cours, plus l'enjeu est important. Alors là, bâtir excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, mais bâtir une grille d'évaluation sur le linguistique, le sociolinguistique et le pragmatique, que l'enjeu soit faible, moyen ou fort, peu importe, ça peut être toujours la même grille. En revanche, il va être nécessaire
dans les évaluations à fort enjeu, par exemple, lorsqu'il s'agit de passer, comme on l'a vu, un DELF pour entrer à l'université, ou un TEF ou un TCF pour devenir français ou pour immigrer au Canada. Par exemple, pour immigrer au Canada, il faut avoir un niveau B2, hein, vous le savez, en français. Eh ben, on va mettre en place une démarche qualité qui va permettre également d'évaluer l'outil d'évaluation. C'est-à-dire que les tests TEF, TCF, DELF, mais aussi le délai en espagnol, le TOEFL ou le TOEIC en anglais, pour ne citer, ou le TESDAF en allemand, ou le CIELE encore en espagnol, toutes ces certifications, absolument toutes, sans exception, répondent à une démarche qualité. Et les organismes certificateurs, que ce soit France Éducation Internationale, la Chambre de commerce de Paris, l'Institut Cervantes, l'Institut Goethe, le British Council, bref, tous les organismes certificateurs en langue étrangère vont mettre en place une démarche qualité pour avoir les outils d'évaluation, donc les tests, les examens, qui soient les plus, je vous le mets dans le chat également, les plus équitables possibles. On ne va pas trop chercher à savoir s'ils sont objectifs parce que c'est une notion qui est un peu difficile à définir. En revanche, la notion d'équité en évaluation, la notion d'équité est très importante. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du DELF ou si je prends l'exemple du TCF, le TCF ou le TEF ou le DELF doivent être des outils équitables. C'est-à-dire, je vous le remets dans le chat, doivent répondre en gros à trois critères de qualité qui vont permettre d'avoir des outils de qualité. Il faut que l'outil soit valide, il faut qu'il soit fidèle et il faut qu'il soit, je vous le mets le dernier, et il faut qu'il soit standardisé. Je vais commencer par le dernier, c'est le plus simple. Un outil d'évaluation est standardisé quand, par exemple, toutes les sessions de l'examen, que ce soit du DELF, du TEF, du TCF, répondent au même contexte d'évaluation, c'est-à-dire qu'on va convoquer les candidats quelques jours à l'avance, on va les accueillir, on va communiquer les consignes, on va les installer dans une salle silencieuse, ni trop chaude, ni trop froide. Ils seront séparés, je dis n'importe quoi, de 2,50 m les uns des autres pour éviter de copier. Il y aura un surveillant par tranche de 20 ou 25 candidats. On va ramasser les copies en même temps, on va les corriger selon les mêmes règles avec des correcteurs qui ont tous la même formation, on va communiquer les résultats à telle date. Bref, ça, c'est ce qu'on appelle la standardisation, c'est-à-dire les conditions de passation avant, pendant et après la session. La notion de fidélité, c'est une autre notion, c'est un autre critère qualitatif. C'est-à-dire que, alors, j'en reviens, excusez-moi, j'ai oublié la fidélité, j'en reviens à la standardisation. Si vous passez un DELF, normalement, vous le passez à Mexico, vous le passez en Martinique ou vous le passez à Montréal ou à New York ou à Moscou, vous aurez exactement, normalement, les mêmes conditions de passation. Et il n'y aura rien qui devra différer d'un lieu de centre ou d'une date d'une session à une autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la standardisation. La fidélité, maintenant, le deuxième critère, je remonte, le deuxième critère, la fidélité. Une évaluation fidèle, c'est une évaluation qui est constante. Par exemple, si je passe moi un examen d'espagnol, si je passe par exemple mon délai, le fameux diplôme d'espagnol pour étrangers, si je passe mon délai de l'Institut Cervantes, je vais passer mon délai et j'obtiens un niveau B1 avec un examinateur. Si ma production est soumise à un autre examinateur, je dois obtenir le même niveau. Je ne peux pas obtenir des niveaux différents en fonction de l'examinateur qui va se pencher sur ma copie ou sur ma production orale ou sur mon questionnaire de compréhension écrite ou orale. C'est-à-dire qu'il est important, quand on passe une certification, d'avoir la certitude qu'on sera évalué de la manière la plus juste, la plus équitable, la plus fidèle possible. C'est-à-dire que les examinateurs devront avoir tous, bien évidemment, les mêmes grilles d'évaluation et auront normalement suivi une formation équivalente afin de pouvoir m'évaluer de la même manière. Moi et mes collègues, bien évidemment, et mes copains. Et enfin, une évaluation valide, c'est le dernier critère. Une évaluation valide, c'est une évaluation qui doit absolument répondre
à la validité de l'évaluation, c'est-à-dire évaluer ce que l'on est censé évaluer. Je vous donne un exemple. Je vais écrire dans le chat la phrase suivante. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà, je vous écris cette phrase-là. Vous la voyez? Tout le monde la voit dans le chat? Les enfants sont très contents. Alors maintenant, vous allez imaginer que cette réponse, c'est la réponse que l'on attend à une épreuve de compréhension orale, par exemple. Il y a une question qui est posée au candidat, comment sont les enfants, par exemple, et la réponse, c'est les enfants sont très contents. Donc, un candidat, à son épreuve de compréhension orale, il va répondre « les enfants sont très contents » et il va écrire ça tel que vous le voyez actuellement dans ce chat. Et la question, je vous le mets également dans le chat, elle vaut 2 points. D'accord? On évalue ici un niveau, je dis n'importe quoi, un niveau B1, par exemple. Un niveau B1. Combien vous mettriez de points à cette question? Et là, je vous pose une question. 2. Oui, Océane. Bonjour. Si on évalue un niveau B1, moi j'aurais mis 1 ou 0,5, mais pas 2, parce qu'il y a quand même des fautes d'accord, des fautes d'orthographe. Ah oui, il y a des fautes d'accord qui sont énormes. Et en B1, quand même, ne pas savoir mettre un pluriel, c'est un... Oui, voilà, on ne met pas le pluriel à l'enfant, on ne met pas le pluriel à l'adjectif, il n'y a pas l'accent grave sur trait. Oui, vous avez raison. Alors, je n'ai pas encore donné mon verdict, mais vous avez raison sur votre analyse, en tout cas. Niveau B1, au niveau de la production écrite, ce n'est pas terrible, on est d'accord. Qui veut répondre? Oui, alors je ne sais pas comment on prononce votre prénom, c'est Joy? Joy. Joy. Bonjour à tous. Si j'ai bien compris, c'est une évaluation du coup de niveau B1, mais de compréhension orale. Donc la compétence ici, c'est la compréhension orale, c'est pas l'expression écrite. Et donc normalement, la personne, elle devrait avoir 2 points parce qu'elle a compris potentiellement ce qui était dans l'audio et donc elle mérite les 2 points. C'est égal si elle a réussi à avoir la bonne écriture ou non. Alors, vous voyez que dans le chat, vous n'êtes pas, il n'y a pas un consensus entre vous, en tout cas. Je vois déjà qu'entre Océane et Joy, l'analyse n'est pas la même. Je vois des 1 point, des 2 points. On me dit oui, mais quand même, il n'a pas mis son S. Oui, alors moi, je suis d'accord avec Océane, ça brûle un peu les yeux quand on voit ça. Mais malheureusement, c'est que si vous mettez 1 point ou si vous mettez 1,5 point, votre évaluation, Océane, n'est pas valide. Alors, pas que Océane, tous ceux qui n'ont pas mis 2 points, en fait, votre évaluation n'est pas valide. Parce qu'effectivement, je vous ai dit qu'on évaluait de la compréhension orale et que donc, il ne faut pas s'arrêter à la production écrite puisque vous annoncez à votre candidat que vous l'évaluez en niveau B1 et vous l'évaluez en compréhension orale. Or, la réponse attendue, c'est « les enfants sont très contents ». Il vous a écrit « les enfants sont très contents ». Eh bien, il faut bien mettre 2 points à cette question parce que c'est exactement la question la réponse que l'on attend et qui est la bonne. Donc, il faut que ce candidat ou cette candidate ait ces 2 points. C'est absolument essentiel, sinon l'évaluation n'est pas valide. Une évaluation, vous n'évaluez pas ce que vous êtes censé évaluer, en fait. Vous êtes censé évaluer de la production, de la compréhension orale. Or, là, en mettant 1,5 point ou 1 point, vous évaluez de la production écrite. Donc, votre évaluation n'est pas valide. En revanche, pour que votre évaluation soit complète, et je vous rassure, Océane et tous ceux qui ont mis 1 point ou 1,5 point, il va falloir coincer un peu ce candidat sur d'autres compétences. Et on va l'attendre au détour, évidemment. Et c'est pour ça qu'on va bien évidemment mettre en place l'évaluation la plus complète possible et il devra y avoir une évaluation également de production écrite où là, bien évidemment,
libre à vous, évidemment, de corriger le candidat en fonction de ses réelles compétences linguistiques. Et c'est là que vous pourrez lui mettre la note qu'il mérite en production écrite. Et vous n'aurez pas là à évaluer la compréhension orale ou la compréhension écrite. Donc, il est important de rester dans son champ d'évaluation pour qu'une évaluation soit… Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être être aussi parlant pour vous. Il y a 3-4 ans, à l'épreuve d'anglais du baccalauréat en France, on avait demandé, alors il y avait des questions d'anglais qui avaient été posées aux candidats à l'épreuve d'anglais, et une des questions qui était relative, enfin c'était une des questions, il fallait que les candidats placent la ville de New York sur une carte des États-Unis. Mais vous voyez, là, on est réellement dans une évaluation de ce que je vous disais tout à l'heure des compétences socio-culturelles et qu'on peut très bien parler l'anglais sans savoir placer correctement New York sur une carte des États-Unis. Et donc, cette question, en évaluation, elle n'est pas valide parce qu'elle n'évalue pas des performances linguistiques ou langagières, mais bien des connaissances culturelles. Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas important de ne pas avoir un minimum de connaissances culturelles, mais en tout cas, ce n'est pas une condition suffisante pour pouvoir parler ou mal parler une langue étrangère. Camilla, vous aviez une question? Oui, je voulais savoir si, pour bien limiter les efforts, avoir une bonne idée de ce qu'on attend, est-ce qu'on pourrait dire c'est une question de compréhension orale, mais toute faute orthographe, désolé, va être pénalisée. Est-ce que d'accord. Non, elle ne doit pas l'être, sauf si vous l'annoncez, vous pouvez le faire. Mais si voilà, vous c'est ça ce que je vous demande. Vous ne pouvez pas le faire. Oui, si on l'annonce sur le devoir. Dans la consigne, oui. Mais à ce moment-là, ce n'est plus une épreuve de compréhension orale, mais ça peut, si vous le souhaitez, être une épreuve de compréhension et de production. D'accord. Mais si vous l'annoncez, ça devient valide, mais ça veut dire que vous avez prévu dans votre barème des points et des critères qui vont permettre d'évaluer la production écrite. D'accord, ok, je comprends. Merci beaucoup. Sophie. Du coup, j'ai une question sur le critère de compréhension orale. Comment l'évaluer sans passer par l'expression écrite ou l'expression orale? On peut tout à fait évaluer la compréhension au travers de questionnaires. Avec les questionnaires, du coup, suppose qu'on prenne l'écrit, qu'il y ait une compréhension écrite. Non, par exemple, regarde, oui, bien évidemment, si vous évaluez la compréhension, il faut bien qu'il y ait prise de connaissance d'un document, sonore ou écrit. La compréhension orale, par exemple, un discours… Vous pouvez passer par ce que je vous mets dans le chat, par du QCM, par exemple. Du coup, ça signifie quand même que par la lecture du test, l'apprenant a une compréhension écrite. Si vous évaluez la compréhension, Sophie. Comment? Si vous évaluez la compréhension. Orale. Ah, oral. Alors oui, il peut avoir absolument besoin déjà de la prise de connaissance de la consigne, ne serait-ce que de lire la consigne, c'est bien évidemment passer par la compréhension écrite, mais il est important à ce moment-là, justement pour que l'évaluation soit valide, que la consigne soit bien rédigée dans le niveau qu'on est censé évaluer. Et donc, les consignes, vous savez, c'est très délicat à construire parce qu'il faut qu'elles soient ni trop longues ni trop courtes et qu'elles soient surtout rédigées de la façon la plus précise possible dans le niveau que l'on est censé évaluer. Si vous évaluez du niveau B1, vous ne pouvez pas avoir une consigne qui comporterait des termes ou des formulations qui seraient supérieures à ce niveau-là. Mais oui, malheureusement, on n'a pas le choix, Sophie, que de passer par la compréhension ou en tout cas un minimum pour une épreuve de compréhension orale, puisqu'il faut bien prendre connaissance des consignes. Merci. Océane. Oui, je reviens par rapport à ce que vous disiez au niveau de la compétence socio-culturelle. Est-ce qu'il y a une différence, malgré tout, entre les diplômes qui sont spécifiquement créés pour l'obtention de la nationalité? Là, je pense au TCF, par exemple. Est-ce qu'il y a quand même un peu une évaluation de… Non, rien du tout. Pas du tout. On vous demande d'évaluer. Alors en fait, pour devenir français, vous savez qu'il y a 2 tests. Il y a le test de français et il y a le test des connaissances. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, connaissances républicaines ou connaissances des notions républicaines. Enfin, je ne sais plus quel est son terme exact. Où là, on va vous poser des questions qui, là, sont strictement socio-culturelles et qui n'ont rien de langagière. Et c'est tout aussi valide, puisque là, on n'est pas en train d'annoncer
aux candidats qu'on va les évaluer en français, mais bien sur leur connaissance des fondements et des principes de la République, par exemple. D'accord. Voilà. Donc voilà, alors il est important d'avoir ces notions en tête, d'accord. Je sais que c'est beaucoup d'informations en peu de temps, mais vous voyez, il y a des termes qu'il faut toujours avoir en tête, la notion d'enjeu, la notion de démarche qualité, la notion de composante, la notion d'équité avec la notion de fidélité, de validité. Et vous verrez que tout cela, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais vous demander de vous pencher également sur le long passage, je vous le mets dans le chat, sur la psychométrie, qui est un outil scientifique qui va venir renforcer cette démarche qualité sur le plan scientifique en utilisant justement les sciences, la psychologie et les statistiques pour venir apporter une plus grande équité, donc une plus grande validité et fidélité aux outils d'évaluation pour que l'évaluation réponde, et c'est la question qu'on vous pose, à cette notion d'enjeu. On est toujours dans une boucle qui se ferme, vous voyez. Alors, je vais peut-être faire une pause et répondre à vos questions. Alors, on va commencer par Océane, peut-être. Oui, alors en fait, c'est une question par rapport du coup à la première question du devoir. Donc là, on a beaucoup parlé des enjeux, mais en fait, moi, je bloque sur un terme, c'est le terme de contexte. Je n'ai pas bien compris en fait comment délimiter qu'est-ce que vous entendez par contexte, parce qu'à chaque fois que je pense contexte, en fait, je pense enjeu, je crois. Ah bon? Mais pourquoi? Je n'ai pas bien compris en fait, Ça n'a rien à justement. voir. Parce que quand je pense contexte, est-ce que vous pensez, par exemple, au fait d'être étudiant dans une université française? Par exemple? Mais à ce moment-là, l'enjeu, c'est d'obtenir le diplôme pour être étudiant dans une université française. Donc, est-ce que c'est pas… Pas nécessairement. Si vous êtes là, on va essayer de se replacer dans le contexte du cours, et notamment en français langue étrangère. Si vous, Océane, vous êtes française, l'enjeu, d'abord, normalement, vous devez avoir un niveau en français suffisant pour intégrer votre cursus. Mais un étudiant étranger va devoir répondre à d'autres exigences que les vôtres. Ou si vous allez étudier aux États-Unis, vous aurez d'autres exigences que les étudiants américains que vous allez rejoindre, par exemple, dans les bancs de l'université. D'accord. Dans le contexte, c'est vraiment la vie personnelle de la personne qui passe sa certification. Oui, si je comprends bien votre question, Océane, la réponse est celle-ci, oui, en effet. Okay. La première question, c'était quoi? Je ne me souviens plus. Quelque chose comme le fait de passer une certification en langue, ça fait… Oui, c'était bien, la question portait bien sur les enjeux, tout à fait. Ouais, mais il y a deux questions en fait, une question sur les enjeux et une question sur les contextes précis. Alors, je ne sais plus, il faut me le citer précisément et je pourrais vous répondre le mieux possible. Alors, attendez une petite minute. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avant qu'on la repasse à Océane? Je l'ai là, sinon, la question. Vous l'avez, Océane? L'évaluation en langue étrangère peut être un véritable enjeu social pour les candidats, notamment lorsqu'elle débouche sur l'obtention d'une certification. Dans quel contexte précis, quels enjeux peut revêtir cette certification? Je pense avoir répondu à votre question. Ok, merci. C'est le moment ou jamais de poser des questions. Oui, Sophie. Alors, dans la démarche qualité, j'ai vu qu'on parlait souvent de l'impartialité. Vous en avez déjà en plus un petit peu évoqué avec le critère de validité en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, de validité, mais en fait, Sophie, les trois. Hein. Validité, oui. Fidélité aussi, puisqu'on est dans la constance de l'évaluation. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, la standardisation qui joue, tout à fait. Et du coup, dans le cours, vous évoquez les sciences dures qui viennent avec un système de pondération. Alors, les sciences dures, c'est là où je vous invite vraiment à vous tourner vers le cours sur la psychométrie. Et notamment sur la démarche qualité. Et là, vous verrez que les sciences dures sont effectivement utilisées, notamment d'un point de vue statistique et aussi pour valider les réponses qui sont apportées dans le cadre de QCM. Vous savez que les QCM ont souvent bien mauvaise presse auprès des enseignants parce qu'on les trouve froids, on les trouve peu interactifs. Mais en fait, les QCM, notamment dans les épreuves, et j'en reviens à votre intervention précédente sur les épreuves de compréhension, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, les QCM,
que vous soyez d'accord ou pas, constituent scientifiquement les meilleurs outils d'évaluation parce que ce sont les plus justes, les plus fiables, les plus fidèles et les plus valides qui existent. Après, il faut qu'ils soient bien conçus. Un mauvais QCM, ça sera une mauvaise évaluation. Mais un QCM qui est passé justement à la moulinette psychométrique, vous verrez que ce sont des outils absolument imparables en évaluation. Je ne vous parle pas de la production, je vous parle bien de la compréhension. Oui, et du coup, dans le cours, vous parlez justement à un moment donné donc des QCM et des questions fermées qui permettent d'avoir cette précision dans l'analyse, mais j'ai lu aussi des auteurs qui expliquent que finalement, il y a des notions qui sont plus impalpables et qui nécessitent l'interprétation de l'évaluateur sur notamment des questions ouvertes. Et qu'en est-il à ce moment-là de l'impartialité, puisque toute c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi, je m'oppose à ce genre de position. Et que si on veut juger les candidats, non, justement, si on veut mesurer, je dis bien mesurer, et j'utilise bien ce terme, et non pas d'estimer ou de juger, mais si l'on veut mesurer des compétences en évaluation, il faut absolument être absolument impartial. Et que l'interprétation d'un examinateur, c'est une interprétation qui déjà vient ce qu'on appelle comporter des biais pour l'évaluation. Je vous mets dans le chat, vient apporter des biais. Merci. Donc, une altération de l'évaluation. Oui, Sophie. Oui, non, c'est parfait. Mais du coup, ça répond à ma question dans le sens où, finalement, même si on est dans de la langue, donc dans de la communication, donc quelque chose d'un peu moins tangible que les sciences pures, telles que les mathématiques, où le résultat est forcément vrai ou faux, il faut quand même se recentrer sur une mesure de compétence fermée pour avoir une mesure et non pas un jugement. Ben oui, absolument, parce que vous savez, le cadre européen, je le remets dans le chat, le cadre européen, c'est un premier outil qui a été conçu pour permettre justement de décrire des niveaux de compétences et ce que l'on attend pour chacun des niveaux. Là, je vous réfère à l'approche par compétences, notamment qui est portée par Beaco. Hein. Mais en revanche, le CECR seul ne sert à rien. Le CECR doit être accompagné, vous le savez très bien, de ce qu'on appelle en français, je vous le mets dans le chat aussi, les référentiels. C'est-à-dire que qu'en français, qu'est-ce qu'on met dans le niveau 1 en termes de linguistique, en termes de sociolinguistique, en termes de pragmatique? Les descripteurs, finalement. Non. Les descripteurs, c'est déjà fait dans le cadre, ça. Les descripteurs, vous les avez. Les descripteurs, c'est ce qui vient décrire les compétences et les capacités. Que vous pouvez, par exemple, au niveau 1, vous êtes en mesure de pouvoir vous présenter votre famille, parler de votre métier, de votre environnement immédiat et de votre journée. Le niveau A2, ça va être, je dis n'importe quoi, la possibilité de raconter votre journée d'hier, par exemple, ou vos vacances passées. En niveau B1, de pouvoir commencer à argumenter sur tel et tel point, de rentrer en communication avec un locuteur natif. En niveau B2, bref, en tout cas, ça, c'est les descripteurs. Et ça, c'est valable pour toutes les langues, Sophie. Que ce soit pour le créole, que ce soit pour le chinois, pour le français, pour l'espagnol, c'est valable pour toutes les langues de la planète. Et c'est quoi alors le référentiel? En revanche, les référentiels, en français, ils vont vous dire que le présent de l'indicatif, on va le voir au niveau A1, le passé composé, on va plutôt l'aborder en niveau A2, le tutoiement et le vouvoiement, on va le voir en niveau A1, on va le renforcer en niveau A2, tels termes lexicaux vont être vus en niveau A1 ou en niveau C2 ou en niveau B2. Les référentiels servent à ça. Et là, ils sont spécifiques à une langue. Spécifique à une langue. Et vous avez exactement la même chose pour l'anglais, pour l'espagnol, vous avez la même chose pour l'allemand. En anglais, ça s'appelle English Profile. En allemand, ça s'appelle Profil Deutsch. Et ce sont ce qu'on appelle en français les référentiels. Et si vous allez taper sur Google référentiel CECR FLE, vous verrez les référentiels des éditions Didier qui correspondent bien à chacun des niveaux. Par exemple, un référentiel en français, si je mets le subjonctif en anglais, ça n'existe pas. D'accord. Le subjonctif, ça va être dans les référentiels de français.
et on va le mettre au niveau B1. En espagnol, vous avez un subjonctif imparfait. En français, on n'utilise plus le subjonctif imparfait, il n'est même pas dans les référentiels. En revanche, si vous devez apprendre l'espagnol et que vous n'utilisez pas le subjonctif imparfait, vous n'aurez probablement jamais accès au niveau B2 ou au niveau C1 en espagnol. Il est important, et donc, les référentiels d'espagnol vont comporter cette notion qui est spécifique à l'espagnol. Je prends le cas de l'allemand avec ses déclinaisons. La notion d'accusatif, de nominatif, de génitif, ça n'existe pas en français, ni en espagnol, ni en portugais, ni en italien, ni en anglais. Et donc, on aura bien évidemment, le subjonctif existe en anglais, il faudra que vous m'expliquiez tout à l'heure. Mais c'est pareil pour le neutre en allemand. Le neutre en allemand n'existe pas. Les articles définis ou indéfinis n'existent pas dans les langues slaves. Quand un Russe apprend le français ou l'espagnol, il va devoir apprendre non seulement la notion d'article, mais en plus la notion d'article défini et indéfini. Donc, chaque langue a ses spécificités. Le cadre porte bien son nom. Le cadre, il est commun. Les référentiels sont tout sauf communs. Merci. Mais le cadre sans les référentiels, il ne sert à rien. Avez-vous d'autres questions? Prof, excusez-moi, j'ai arrivé en retard. Mais je voudrais, si vous pouvez m'expliquer, quelles sont les implications d'un enjeu faible? Oh, je suis désolé, je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà vu. Je suis vraiment désolé, mais ça a été vu tout au début du cours. Mais comme le cours a été enregistré, vous pourrez tout réécouter correctement, je vous le promets. Merci. Oui, Dominique. Oui, bonjour à tous. Je voulais juste savoir si vous avez abordé la question des sciences dures, parce que malheureusement, comme ma collègue, je suis arrivée en retard. Oui, ça a été abordé, Dominique, et vous pourrez l'entendre également sur l'enregistrement. Merci infiniment. Merci. Je vous en prie. Avez-vous d'autres questions? Oui, cela vous dit, prof, selon les 3 critères, ça n'existe pas disons, l'exactitude. Alors, je ne vous entends pas du tout parce qu'il y a plusieurs voix. J'entends pas. Ça veut dire, on peut parler d'une évaluation objective dans quel moment? L'objectivité? Alors, l'objectivité, je l'ai abordé aussi tout à l'heure. L'objectivité, on va plutôt la mettre de côté pour plutôt parler d'équité. L'objectivité, c'est une notion qui est finalement très subjective. Et l'objectivité, on va essayer de la mettre de côté pour parler plutôt d'équité et de pouvoir mesurer l'équité en termes de validité, de fidélité et de standardisation. Lisa. Bonjour, du coup j'ai une question. Quand on parle de la démarche qualité appliquée, est-ce qu'on pouvait parler aussi des parasites de l'évaluation? Oui, bien sûr, Lisa. Alors, les parasites de l'évaluation, vous savez, on en revient là finalement aux fondamentaux de l'évaluation que vous retrouverez également dans le cours de façon très explicite quand on parle justement d'évaluation sommative et d'évaluation formative. Il est important de bien faire la différence entre type d'évaluation, je vous le mets dans le chat, et les fonctions de l'évaluation. Une évaluation peut être formative ou sommative, je vous renvoie au cours, là, vous aurez tout le descriptif là-dessus, mais elle est formative ou sommative, mais après, elle peut avoir différentes fonctions. Elle peut être diagnostic, pronostic ou inventaire. Tout ça a été mis en place justement pour écarter, Lisa, tous les parasites de l'évaluation qui, eux, sont proches de ce qu'on appelle l'évaluation herméneutique. Hop, je vous le remets dans le chat. L'évaluation herméneutique, c'est toute l'évaluation, par exemple, que vous êtes actuellement en train de faire. En train de m'écouter, vous êtes en train de faire de l'évaluation herméneutique.
dans ma façon de m'exprimer, dans ma façon d'expliquer les choses, dans ma façon de m'habiller, dans ma coupe de cheveux, dans mes lunettes, dans mes sourires, dans ma façon de m'adresser à vous. Tout ça, c'est de l'évaluation herméneutique. Sans le vouloir, de façon totalement humaine, vous êtes en train de m'évaluer. Mais moi, je fais la même chose avec vous. Je fais la même chose avec vous, mais c'est indépendant de ma volonté presque. Donc, il est important d'avoir ça en tête pour pouvoir effectivement être conscient des parasites de l'évaluation et pour les tenir de la façon la plus éloignée possible, de toute évaluation qui serait équitable. Merci. Alors, je vois que mes messages ne s'affichent plus. Ouais, je vais les reprendre. Hop. J'ai fait une petite... Je pense qu'avoir réglé le problème. Et là, vous devez l'avoir à nouveau. Hein, et il faut bien faire la différence entre type d'évaluation et fonction d'évaluation, les fonctions de l'évaluation. Prof, qui contrôle la subjectivité qui construit les grilles, les instruments d'évaluation? Alors, c'est justement tout ce qui est mis en place dans la démarche qualité, c'est-à-dire ou l'organisme certificateur ou l'enseignant lui-même en fonction du niveau d'enjeu que cela comporte, bien sûr. Si l'enjeu est faible, ça sera plutôt l'enseignant. Si l'enjeu est très fort, ça sera un organisme ou une université ou un organisme certificateur. Le baccalauréat, par exemple, c'est contrôlé par le ministère de l'Éducation nationale. Et là, on est dans une évaluation à fort enjeu. Une question sur ça, s'il vous plaît. Si l'enjeu est nettement personnel, comment est-ce qu'on peut vraiment qualifier… Si l'enjeu, Camilla, pardon ? Est personnel et quelque chose de personnel, comment le qualificateur peut savoir le niveau d'enjeu, en fait. Le baccalauréat, c'est quelque chose que, oui, c'est un peu l'enjeu pour tout le monde, mais une certification en particulier n'a pas le même enjeu pour des différentes personnes. Donc, comment on peut savoir? Absolument. Vous pouvez, Camilla, passer un DELF B2 ou un DALF C1 pour des raisons personnelles et votre voisin dans la salle d'examen va le passer pour venir étudier en France. Tout à fait. Et là, dans la mesure où on est dans une évaluation standardisée, c'est-à-dire qui a été conçu avec des hauts niveaux d'exigence, et ben effectivement, l'enjeu sera finalement pour l'évaluateur le même, qu'il s'agisse d'un candidat qui va le passer pour un enjeu faible ou pour un candidat qui va le passer pour un enjeu fort. Tout à fait. D'accord, merci. Mais vous avez raison, hein, vous pouvez tout à fait passer un DELF ou un TCF parce que vous avez simplement envie de les passer. Alors, pour le DELF, c'est vrai. Pour le TCF, c'est moins vrai. Pour le TEF non plus, puisque si on prend les tests de français, hein, et faites bien la différence entre un examen et un test, pour le TEF et le TCF, par exemple, moi, à ma connaissance, je ne connais personne qui est prêt à dépenser 150 ou 200 € pour passer un TCF ou un TEF par plaisir. En revanche, un DELF, oui, parce qu'un DELF, il est valable à vie. Le test, lui, va être valable uniquement 2 ans. Et donc, on va vraiment passer un test pour des enjeux très forts. Et c'est généralement pour le remettre, si on en revient à ce que je vous disais en début du chat, pour le remettre à un utilisateur final, c'est-à-dire généralement une administration. Je voulais savoir, par rapport aux fonctions de l'évaluation, nous avons donc la fonction inventaire. Est-ce qu'on peut la relier avec le type d'évaluation sommative? Oui, absolument. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est l'ensemble qui a parlé, c'est ça? Oui, c'est moi. Oui, absolument, mais absolument. Une fonction de type sommatif peut être effectivement va être inventaire. Une évaluation formative, elle peut l'être aussi, mais moins. Et souvent, d'ailleurs, une évaluation sommative à fonction inventaire, elle va souvent, pas toujours, mais souvent, être certifiante. En tout cas, elle va conduire vers la certification. Merci. Dominique.
Alors, je ne sais pas si la question a été posée, mais je m'interroge sur la façon d'évaluer le temps. Ah, vaste question. Vaste Merci. question. C'est comme le stress, hein. C'est comme, voilà, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans l'évaluation, mais il est vrai que quand on est performant, et j'en reviens à la notion de performance, hein, qui est le cumul, plutôt, oui, le cumul d'une évaluation qui provient des critères linguistiques, sociolinguistiques et pragmatiques, le temps est un paramètre qui est inhérent à l'évaluation, bien évidemment, Dominique. Et on sait très bien qu'il y a des gens qui vont être plus rapides que d'autres, mais on estime, alors peut-être de façon un peu subjective, je veux bien croire, que telle tâche va pouvoir être réalisée en tant de temps. Et que quand on veut être performant en langue étrangère, il faut aussi pouvoir gérer son temps. Ça fait partie de l'efficacité que l'on peut prouver en langue étrangère. Vous pouvez mettre beaucoup plus de temps à réaliser quelque chose et être très peu performant. Et c'est vrai que la notion de temps, généralement, elle est spécifiée dans les consignes, ou la notion de longueur aussi, hein. Vous savez, sur le décompte des mots, ce sont également des paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que nous pouvons rentrer ça dans les aspects sociolinguistiques. C'est-à-dire qu'on va relier la gestion du temps avec des aspects linguistiques, c'est-à-dire votre façon de pouvoir vous exprimer et d'être performant en langue étrangère. Si on a par exemple des consignes d'urgence à communiquer, bon, voilà, ça fait partie de la performance, c'est ce qu'on appelle la notion de tâche, hein. Je vous renvoie également à cette notion de tâche dans votre cours. Voilà, oui, c'est nécessaire de pouvoir savoir gérer le temps, absolument. Merci. Sophie? Du coup, c'est pour rebondir sur cette question, comment est-ce qu'on, dans un exercice, si on crée un exercice, est-ce qu'on va partir sur des suppositions de temps les plus de temps moyen à la réalisation ou de temps le plus important pour le réaliser? Enfin, je veux dire, c'est quoi la norme? C'est une question piège parce que la norme, malheureusement, elle n'existe pas. Mais on fait ce qu'on appelle, on repose sur des avis d'experts. Ça s'appelle avis d'experts, puisque les examinateurs, les évaluateurs sont systématiquement des enseignants de FLE. Et donc, je me permets de vous renvoyer, je le mets dans le chat là aussi, et en espérant que tout le monde l'ait, je vous renvoie à la notion de tâche. Oui, c'est à l'enseignant de pouvoir évaluer le temps d'exécution d'une tâche, le temps de réalisation d'une tâche, et de pouvoir en estimer de la façon la plus exacte possible, sans être trop exigeant, ni non plus trop bienveillant, de pouvoir dire, voilà, à tel niveau, on est capable de réaliser cette tâche-là en tant de temps ou en tant de mots. Ça dépend du niveau ou du public? Alors, ça dépend du niveau, ça dépend du public aussi, bien évidemment. Si vous enseignez à des enfants ou si vous enseignez à des adultes, ça ne sera pas nécessairement la même chose. Il faut s'adapter au public aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? Bruno, est-ce que tu veux intervenir? Alors, ton micro est coupé, Bruno. Je ne peux que féliciter tout d'abord nos étudiants pour la qualité de leur intervention, qui ont permis vraiment de nourrir ce débat, que je trouve absolument excellent. Et puis, je te remercie aussi pour le brio avec lequel tu as su mener ces échanges. Alors, il est vrai que l'évaluation, la certification, c'est un vaste domaine, hein, c'est très compliqué en termes d'objectivité. Et c'est pour ça, comme tu l'as remarqué, que la validité, la fidélité et la standardisation sont vraiment essentielles à la compréhension des certifications. Il faut bien que nos étudiants l'aient à l'esprit à chaque fois qu'ils seront amenés dans leur quotidien de professeur de FLE, voire de coordinateur pédagogique, voire pourquoi pas de directeur plus tard d'une structure à l'étranger ou en France, d'avoir tout ceci à l'esprit. Car il est important pour nous,
et pour la langue française en particulier, d'avoir toujours cette notion d'objectivité dans le sens où il faut que notre évaluation soit vraiment toujours donc valide, fidèle et standardisée. Voilà, il me semble que ce sont 3 maîtres mots que vous allez aussi retrouver, chers étudiants, tout au long de l'évaluation et qu'il faudra avoir en principe à l'esprit, notamment sur la deuxième partie du devoir, où on vous demande effectivement de mettre en place une évaluation sur la production écrite. Absolument. C'est important d'avoir ça en tête hein, parce que effectivement, si vous êtes un jour amené à occuper des fonctions importantes, il faudra bien évidemment avoir à l'esprit que vous serez un peu à la tête de ce dispositif et assurer et garantir justement tout ce qui vient d'être dit actuellement. N'oubliez pas, le DELF, hein, c'est plus de 500 000 candidats par an. Si on cumule le TCF et le TEF, c'est là aussi pas loin de 300 000 candidats par an. Donc, chaque année, en français langue étrangère, on évalue environ 800 000 personnes hein, dans le monde. Sylvie, vous avez une question? Oui, bonjour à tous. Par rapport justement aux cas pratiques pour… On n'entend pas du tout, hein, Sylvie, il y a beaucoup d'écho là quand vous prenez la parole. Ah, je suis désolée. Approchez-vous de votre micro. Alors, vous m'entendez mieux? Oui. Alors, excusez-moi. Bonjour à tous. Ma question, c'est par rapport au cas pratique, la deuxième partie du devoir. Justement, je voudrais savoir, est-ce que la tâche peut être découpée en sous-tâches? Alors, elle peut l'être, mais on vous demande de coller à la consigne qui vous est donnée sans chercher nécessairement à compliquer les choses. Hein. Restez le plus simple possible et contentez-vous de viser une tâche telle qu'il vous est demandé de le faire. Je vous déconseille de trop décliner votre tâche en sous-tâche. C'est un conseil que je vous donne. D'accord, merci. Donc, avec Bruno, nous allons vous mettre sur la plateforme, là probablement au cours du week-end, un document qui vous permettra de revoir aussi. Alors, Bruno a procédé à l'enregistrement de cet entretien et vous aurez également sur votre plateforme, alors je ne sais pas si ce sera sous forme PDF ou PowerPoint, mais on vous mettra un document qui vous permettra de résumer tout ce qui a été dit, aujourd'hui et de souligner les points sur lesquels qu'on vous demande d'appuyer lors de la relecture de vos documents. Je laisse un mot de conclusion à Bruno et puis je vais vous dire de mon côté à bientôt. Bien, Bruno, merci infiniment hein, donc pour la qualité des échanges et le brio avec lequel tu as su les mener. Merci infiniment aussi à nos étudiantes et nos étudiants. Nous sommes très heureux de voir que vous êtes 55 à avoir participé à cette réunion. C'est vraiment super ça, 55 c'est super. Hein. Voilà, c'est vraiment super et c'est mon envie aussi pour le futur de renouveler ce type d'expérience qui me semble pertinente et vraisemblablement pour laquelle vous êtes demandeur. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Vous êtes de partout dans le monde. Hein. Il faut savoir que le Master FLE ICFI est présent dans les 5 continents. Hein. Cette année, nous avons quand même 550 inscrits, ce qui fait de nous le Master FLE de France qui a le plus d'étudiants. Donc, nous sommes ravis de tout cela. C'est grâce à vous aussi hein, que nous connaissons un tel succès. Donc, nous ne pouvons que, Bruno et moi-même, vous souhaiter un bon week-end. Un week-end, bien évidemment, pour vous distraire, mais aussi pour travailler un petit peu sur ces notions, notamment de validité, de fidélité et de standardisation, entre autres. Et on vous dit donc à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous à travers le forum si vous avez d'autres questions, puisqu'on est assez réactif. Hein. Généralement, dans les 48 heures, vous avez une réponse. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si des questions vous ont échappé. On sera ravis vraiment de répondre à vos attentes. Donc, merci à tous. À très bientôt et bonne continuation. Au revoir à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir, bon travail à tous. Au revoir.